voudrais vous remercier. Vous remercier surtout pour votre patience parce que depuis la sortie du pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée à Paris le 8 septembre dernier et le lancement le 21 septembre 2024 ici au Champ d'Oiseaux, j'ai refusé d'accorder d'interview sur le livre. Et vous avez été patient et puis voilà, aujourd'hui j'ai accepté de vous accorder cette interview 3 mois après le lancement. C'est-à-dire que le temps de la lecture pour beaucoup, certains ont acheté le livre à Cotonou ici, d'autres en ligne, en France, aux États-Unis, au Canada et un peu partout dans le monde. Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée, est un essai sociopolitique basé sur la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un soubassement théologique et biblique pour un tel essai politique. Le soubassement biblique, théologique, théologie pastorale sociale, enseignement social de l'Église, ce soubassement-là, c'est dû à ma formation comme prêtre, mais surtout dû par la grâce du Seigneur qui m'a fait grâce d'aimer la doctrine sociale de l'Église. Et donc mon parcours comme écrivain a commencé depuis 2007, lorsque j'écrivais dans les organes La Nation, La Croix, La Nouvelle Tribune, et j'en passe. Mon premier essai, La soif du pouvoir, regard éthique sur les manœuvres politiques, publié en 2011 aux éditions du Champ d'Oiseaux, ensuite réédité à Paris en 2017, a donné le ton de mes ouvrages. Et donc, la plupart de mes ouvrages portent sur les questions de pouvoir, les questions de démocratie et aussi toutes les autres questions sociopolitiques. J'ai écrit un ouvrage sur Lumière sur les racines organiques des peurs au Bénin, donc des peurs structurales, les peurs liées à notre culture, liées à notre vivre ensemble, liées aussi à tout ce que nous vivons et au sens négatif et qui n'aide pas à propulser un développement et un élan vers l'avant. Alors, plus particulièrement, le pouvoir du déni, c'est l'ensemble des chroniques publiées en temps réel entre 2016 et 2021. La soif du pouvoir, publiée en 2011, a été par exemple l'ensemble des chroniques publiées en temps réel en 2006 et 2011. Alors, ces chroniques-là, beaucoup les ont lues, beaucoup les ont visitées à travers les médias. J'ai voulu les renforcer avec d'autres textes qui sont inédits et qui sont publiés pour la première fois. Et par exemple, une réflexion au début du livre sur le pouvoir et une autre réflexion à la fin sur comment les droits humains sont enseignés et dans l'enseignement secondaire et dans les lycées en France. Depuis 2016, on a connu un tournant décisif, une volonté de changer les choses, une volonté d'améliorer les choses, mais surtout une volonté portée par des personnes qui ont un autre profil, le profil d'homme d'affaires. Et le profil d'homme d'affaires, c'est un profil spécifique. Un spécifique où l'ADN
est l'ADN de gagnant, de gagneur, l'ADN de jusqu'au boutiste et l'ADN de celui qui sait chercher l'argent, l'ADN de celui qui sait penser économie. Maintenant, cet ADN, il faudrait plutôt le travailler et le mouler dans la sauce politique pour être davantage incarné, pour être davantage engagé. Et ce travail de moulage, ce travail d'incarnation du profil d'homme d'affaires en politique, c'est Donald Trump qui l'a réussi le plus. Tout en étant homme d'affaires, il est fortement politique, très, très politique. Vous ne sentirez pas l'homme d'affaires derrière son engagement politique. La preuve, Donald Trump, tout étant libéral, capitaliste, il a beaucoup de voix dans les milieux pauvres, dans les milieux ouvriers, dans les milieux déshérités. Dans les milieux les plus difficiles, il a plus de voix que les démocrates qui sont de sensibilité sociale. Alors, le pouvoir du déni plante le décor et montre en fait comment les faiseurs de rois, devenus rois, gèrent le pouvoir politique. Il est vrai que, en le gérant, le pouvoir politique est devenu respecté, est devenu dur, pur et dur, mais ce pouvoir politique-là est devenu une terreur. Et c'est là que le problème se situe. Le pouvoir politique ne doit jamais être une terreur. Le pouvoir politique ne devrait jamais terroriser. Le pouvoir politique doit rassembler. Et qui dit rassemblement dit dialogue, échange, dit patience. Prendre le temps d'expliquer les choses. Prendre le temps d'écouter tout le monde. Prendre le temps vraiment d'organiser des creusets d'échanges, de concertation et d'amener tout le monde à la réalité de ce qu'on veut faire. Cela demande surtout la patience d'écouter les autres, d'écouter les contradictions, le courage d'écouter les autres et de leur donner une place d'écoute. Donc, la dimension politique a manqué. Et là, je l'ai souligné, la dimension politique. La politique, cela s'enseigne. La politique, cela se vit au quotidien, par l'expérience et par l'expérimentation. La politique, cela se vit quand on est homme d'État, quand on est personnage public. Et la politique, c'est la liberté d'être soi-même, de dire ce que l'on pense, de dire la vérité et de dire sincèrement les choses. Donc la dimension politique manque. L'autre dimension qui manque, et j'ai souligné, c'est la place du peuple. Comme philosophe politique, mes auteurs, Claude Lefort, Max Weber, Castoriadis et Gaucher et autres, mettent le peuple au cœur de la vie politique. Le peuple. Sans le peuple, un État n'existerait pas. Sans le peuple, la souveraineté n'aurait pas son centre, n'aurait pas son sens. Donc, quelque part, on sent que le peuple est écarté. Quelque part, on sent que le peuple
est muselé. Quelque part, on sent que le peuple n'a pas voix au chapitre. Même si on fait de très belles choses pour le peuple, c'est bien de très belles choses pour le peuple, mais les attentes légitimes du peuple, à savoir le pain, la paix, le bien-être, ces ambitions légitimes du peuple-là sont relayées au dernier rang. Et donc, tout l'effort, dans un élan capitaliste, tout l'effort est dans les infrastructures, dans la beauté du pays. C'est-à-dire que le contenant est entretenu, mais le contenu qui est le peuple là est délaissé. Et ça, je le dénonce fortement. Et il y a des indices clés. Les indices clés, c'est par exemple l'opération déguerpissement dès les débuts. C'est aujourd'hui qu'on comprend l'enjeu de ce déguerpissement-là. C'est légitime. Mais pour arriver au résultat aujourd'hui, avoir une belle ville, avoir de beaux marchés, de belles infrastructures, cela a nécessité beaucoup d'investissements, mais cela a aussi nécessité des pertes en vies humaines. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays démocratique. On devrait prendre le temps de faire la pédagogie. On devrait prendre le temps de donner le temps aux gens de se reconvertir. On ne parle pas des victimes qu'il y a eu. On ne parle pas du taux de misère, du taux de pauvreté. Si on était dans un pays beaucoup plus sérieux que le nôtre, on aurait des cabinets qui donnent les statistiques des personnes qui sont devenues misérables, ceux qui sont suicidés, ceux qui se sont... Parce que quand on a des projets, il faut voir aussi les impacts négatifs. Les impacts négatifs. Moi, à mon sens, il faudrait peut-être construire des marchés, même des marchés à titre intérimaire ou transitoire, mettre les gens dedans avant de casser. Ça, c'est le philosophe qui parle, qui est amoureux du peuple et qui est au milieu du peuple. Mais celui qui tient le gouvernail et qui a son projet, comme il est d'ADN économiste, d'ADN banquier ou d'ADN homme d'affaires, commercial, il va aller droit au but. L'homme politique, homme de terrain, homme du peuple, prendrait le temps. D'autres appellent ça être populiste. Moi, je ne pense pas que ça soit forcément être populiste. Parce que dans tous les pays au monde, ce qui compte, c'est l'électorat. 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 Mon électorat. Mais ici, on a vu que l'électorat ne compte plus. Le peuple ne compte plus. Et cela, ça a été dit dès les débuts. Il faut maîtriser les grands électeurs. Et il faut maîtriser tel aspect. Les élections de 2019, de 2021 ont montré à suffisance que l'électorat ne comptait plus. L'électorat ne comptait plus. Et qu'on veut aller par la force. Et cela, c'est vraiment un affront au peuple. Notre peuple n'a pas été respecté. Je donne un exemple d'acte politique qu'on pourrait poser. On peut tomber dans le juridisme, et c'est ça. On est tout le temps tombé dans le juridisme. On est tout le temps allé avec une règle de loi ou un régime de loi. Mais le régime de la patience, le régime politique du dialogue serait de dire, peut-être en 2019, ça c'est un exemple que je donne, à écouter quand tous les partis auront
le quitus fiscal, quand tous les partis auront le certificat de conformité, nous irons aux élections. On va prolonger. À ce moment-là, on n'a pas prolongé, mais à un autre moment, on a prolongé. Et des gens ont revendiqué ça et ont réagi et sont allés en prison. Donc, ces situations montrent que le peuple est hors du débat, alors que c'est le peuple qui vote, alors que c'est le peuple qui est le bénéficiaire de tout et tout. Le troisième aspect qui ressort dans mon livre, c'est la valeur des droits humains. On a dit, mettons en parenthèse les droits humains et avançons. Donc on a des politiques publiques qui n'ont pas un visage humain. Et quand on met les droits de l'homme en parenthèse, ça veut dire qu'on instaure la peur, la terreur. Et les gens ont peur. Et les gens ne peuvent plus s'exprimer. Ils ne peuvent plus parler. Si l'élite ne parle pas, les citoyens lambda ne peuvent pas parler. Et quand on voit tous ceux qui sont en prison ou tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est des situations qui font peur. Et les gens ne peuvent que vivre dans la peur. Cette peur arrange certaines personnes, mais cette peur n'arrange pas tout le monde. Et partout où il y a violation des droits humains, c'est le règne de la peur. C'est le règne de la division, la haine. Imaginez un peu les haines dans les cœurs, les divisions dans les cœurs. Imaginez un peu les blessures. Imaginez un peu les tragédies. Imaginez un peu les meurtres. Quand est-ce qu'on va penser toutes ces blessures-là? C'est une caricature anonyme. Et c'est une caricature anonyme. Et cette caricature montre le visage de notre Afrique. Il y a une tendance à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. On vient par les urnes, mais c'est comme si la légitimité des urnes, la légitimité populaire ne suffit plus. Et on se barricade au pouvoir et on est davantage armé et muré par tous les engrenages juridiques, politiques et autres, au point où le peuple qui nous a amenés, le peuple a écrasé.